Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode du Shop des Titans, on va parler performance, Thibaut. Oui, en effet, Simon, c'est pour ça que tu parles vite du coup. Ouais, exactement. On a dit qu'on allait essayer de faire un épisode de moins de 20 minutes pour une fois, donc je vais très très vite. Ouais, accrochez-vous. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les 4 astuces facilement activables pour améliorer les performances de son site Shopify. Alors évidemment, c'est des astuces faciles, mais qui sont aussi efficaces. L'idée, c'est de se dire en peu de temps, est-ce qu'on peut avoir un impact rapide sur la performance et du coup la rapidité de son site. Tu donneras un peu plus de détails, Thibaut, là-dessus, mais on a été accompagné par les équipes Performance Shopify Monde qui sont venues nous former il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Je sais pas si c'est Monde, mais c'est au moins Europe en tout cas. Au moins Europe, pardon. C'est parce qu'ils parlaient anglais, alors. Exactement, moi c'est worldwide, hein, direct. C'est exotique. Donc voilà, donc ils nous ont appris pas mal de choses, des choses qu'on savait déjà, mais des nouvelles hyper intéressantes. Donc l'idée c'était de condenser un petit peu 4 astuces que vous pouvez mettre en place, que vous soyez que vous ayez une agence ou que vous ayez des gens en interne pour pouvoir le faire. On va vous donner des pistes en tout cas d'amélioration que vous pouvez soit faire vous-même, soit demander à faire. Donc on va se focus évidemment, et ça c'est un point central, on en reparlera je pense régulièrement dans les podcasts, sur les Core Web Vitals, qui est en fait le point hyper important pour pouvoir évaluer les performances de son site et améliorer indirectement aussi la navigation et la conversion par extension, puisque on en reparlera aussi sans doute dans d'autres podcasts, mais il y a une corrélation entre rapidité d'un site et conversion aussi, surtout sur les premières améliorations de rapidité, mais ce ne sera pas forcément le sujet aujourd'hui. Est-ce que tu peux, Thibaut, en introduction, expliquer ce que c'est les Core Web Vitals et quel impact ça peut avoir sur un site ? Bien sûr. Donc les Core Web Vitals, c'est des métriques sur lesquelles Google se base pour mesurer les performances de votre site. En gros, ça va mesurer 3 choses essentielles. La première, c'est la rapidité, bien sûr. La deuxième, c'est la stabilité du site au chargement de la page. Donc en gros, est-ce qu'au chargement, le site il reste bien en place ou est-ce qu'il y a des choses qui bougent dans tous les sens, ce qui peut gêner la lecture quand on arrive sur une page ? Les pop-up, par exemple. Entre autres. Ouais, entre autres. Alors ça peut aussi être par exemple des pubs qui arrivent, tu sais, en encart au site et qui décalent tout le texte vers le bas, enfin voilà, des choses comme ça. Et la dernière, c'est l'interactivité. C'est-à-dire, est-ce que quand on interagit avec le site, ça réagit rapidement et efficacement. Voilà. Passer d'une page à une autre notamment. Oui, par exemple, ou même juste cliquer sur un bouton pour faire apparaître un menu ou des choses comme ça. Exactement. Donc Google, il va vraiment mesurer ces 3 choses-là parce que pour Google, c'est ces 3 choses qui font que la navigation et l'expérience utilisateur, elle va être positive ou négative sur votre site. Donc pour mesurer ces 3 choses, ils utilisent des métriques spécifiques. Je vais en évoquer certains là pendant qu'on passera sur les astuces. Mais voilà. Et en gros, pourquoi c'est important ces Core Web Vitals ? Parce que c'est mesuré sur les vraies navigations des utilisateurs sur le site pendant les 28 derniers jours. Donc en gros, chaque fois qu'un utilisateur arrive sur votre site, Google il va mesurer la rapidité, l'interactivité et la stabilité du site pour cet utilisateur. Ensuite, il va faire une moyenne de toutes les visites pendant les 28 derniers jours et il va vous donner un score par rapport à ça. Exactement. Donc en gros, les Core Web Vitals, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la vraie réalité de ce qui se passe sur votre site, qui est un peu différente du score Google Speed Insight qu'on vient regarder, etc. Pour préciser, les Core Web Vitals, vous les retrouvez justement dans Google Speed Insight, tout en haut de la page quand vous faites une analyse de votre site. Vous les voyez d'ailleurs, elles sont très claires. C'est 6 métriques qui sont les unes à côté des autres et qui sont vertes ou rouges en fonction de... Exactement. En fait, au-dessus, il y aura une petite phrase qui va vous dire si elles sont succès ou échec. Et ce qui est intéressant, c'est que Google, il va se baser sur ça pour vous privilégier ou non sur le référencement de votre site. Donc, il faut bien comprendre que le score qui est en dessous, le score sur 100 de Google Speed Insight, ça, Google, il s'en fiche complètement. C'est plus un outil qui nous sert, notamment nous, les développeurs, à savoir ce qu'on peut améliorer sur le site. En revanche, Google va vraiment prendre en compte les Core Web Vitals, donc les vrais résultats de visite utilisateur sur votre site pour savoir si, oui ou non, il va vous donner un petit boost SEO par rapport à ça. Exactement. Tu le disais, j'allais justement parler de ça. Grâce à ça, on peut avoir évidemment une amélioration de la conversion parce que la navigation est plus fluide avec un site qui est plus performant. Et il y a aussi ce boost SEO. Alors, de mémoire, quand on avait discuté avec Mathéus, il ne savait pas dire exactement quel était le boost ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de data par rapport à ça. Par contre, on sait
que sur 2 sites équivalents qui ont, on va dire, la même UX. Le site qui aura des Core Web Vitals qui sont vertes, donc green, sera favorisé en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas un boost SEO énorme. Dans tous les cas, c'est vraiment juste un petit truc en plus. Donc, faut pas non plus trop focus dessus et se stresser par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est de se dire que en améliorant ces Core Web Vitals, en fait, on améliore l'expérience utilisateur sur le site. Et donc, forcément, ça va améliorer votre taux de conversion et l'expérience utilisateur, l'UX au global sur le site. Exactement. En gros, si vous avez 10 concurrents qui, eux, sont green sur les Core Web Vitals et que vous ne l'êtes pas, vous avez de grandes chances d'être un peu plus en retrait. On va dire sur du contenu équivalent au sein du site, toi. Oui, voilà. Mais après, si l'UX sur votre site est mieux pensé, que vous avez fait du CRO, des choses comme ça, en fait, ça rattrape largement ce petit écart. Ouais, exactement. C'est juste là, théoriquement. On va démarrer par le premier point. Le premier point, c'est de bien doser le lazy loading. Je fais une petite intro par rapport à ça. C'est vrai qu'en règle générale, on dit oui, je vais mettre du lazy loading partout sur mon site. C'est pas forcément vrai. Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne justement ? Ouais, alors déjà expliquer vite fait ce que c'est le lazy loading, parce que c'est un truc dont on entend beaucoup parler, c'est peut-être un peu flou pour certaines personnes. L'objectif du lazy loading, notamment sur les images, c'est de ne charger et d'afficher l'image qu'à partir du moment où l'image arrive dans le viewport. Le viewport, c'est quoi ? C'est ce qui est visible sur l'écran de l'utilisateur. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'on se dit, en fait, on va charger les images que quand on en a besoin finalement, c'est-à-dire quand l'utilisateur est censé les voir. Donc pour ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui peut améliorer les performances de chargement initial de la page. En revanche, c'est souvent utilisé un petit peu à tort et à travers, et notamment un peu trop et pas forcément au bon endroit. Je vais revenir dessus juste dans quelques minutes. Juste avant d'expliquer où et comment utiliser correctement le lazy loading, je voudrais préciser que il y a quelques temps, il fallait passer par des librairies JavaScript pour bien gérer ça, mais que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un truc qui est natif sur tous les navigateurs. C'est un truc qui se fait très facilement en HTML. C'est-à-dire que sur le tag image, il y a juste à ajouter un petit loading égale lazy. Et en fait, ça va lazy loader l'image tout seul. C'est le navigateur qui gère ça. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout besoin d'utiliser des librairies JavaScript externes pour gérer ça. Donc si vous avez ça sur votre site, moi je vous recommande déjà de virer ces librairies et d'utiliser un lazy loading natif. Ce sera déjà beaucoup plus léger, vous aurez une librairie JavaScript de moins à charger, donc déjà vous allez y gagner là-dessus. Et ça concerne les sites d'il y a combien de temps à peu près ? 2 ans, on va dire, quelque chose comme ça ? Oui, voilà, c'est un truc qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en gros, si vous avez un Shopify Theme 1.0 par exemple, il y a de grandes chances que vous soyez sur des anciennes librairies. Ouais, c'est possible. Mais nous, c'est un truc qu'on faisait au tout début, quand on a commencé à bosser. Hein. On voulait mettre du lazy loading partout parce qu'on savait que c'était comme ça qu'on pouvait améliorer les scores. On s'y connaissait beaucoup moins à l'époque. Et du coup, on mettait des librairies JavaScript pour gérer ça, qui souvent ajoutaient du poids en plus sur le site. Donc, c'était un peu antinomique par rapport à ce qu'on cherchait à faire. Mais voilà, en tout cas, il n'y a plus besoin de faire ça aujourd'hui. Et le lazy loading, il faut l'utiliser intelligemment. Souvent, on dit qu'il vaut mieux pas assez de lazy loading que trop de lazy loading. Notamment, ça peut poser des vrais soucis sur l'un des métriques que Google utilise, donc dans les Core Web Vitals, le fameux LCP. Alors peut-être que certains ont entendu parler de ce métrique-là. LCP, ça veut dire Largest Contentful Paint. Donc en fait, c'est le temps que va mettre votre page à afficher le plus gros élément visuel. Souvent, quand vous êtes sur la page d'accueil, ça va être votre image de hero banner. Exactement. Si vous êtes sur une page produit, ça va être la première image de votre gestionnaire de médias produits. Voilà, c'est vraiment le plus gros média en général. Alors ça peut aussi être du texte, mais généralement c'est plutôt une image ou une vidéo. Et le problème, c'est que si vous mettez du lazy loading sur cette image-là, et ben en fait, votre image, elle va être chargée qu'une fois que tout le reste de la page sera chargé. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne le lazy loading. Ça attend que tout soit chargé et ensuite, ça se pose la question de OK, celui-là, est-ce que je charge ? Oui, il est dans le viewport, donc je charge. Et du coup, en fait, ça va retarder considérablement l'affichage de votre image et ça va vous donner un score LCP très mauvais par Google. Donc, la règle en général, c'est que tout ce qui est au-dessus du fold, il ne faut surtout pas mettre de lazy loading. Le fold, c'est la ligne de flottaison, donc c'est le bas de votre écran. Exactement. Et ce qui est en dessous, on peut en mettre, c'est pas obligé, mais effectivement, ça peut être intéressant. Par exemple, si on est sur une grille produit avec beaucoup de product cards et qu'il y a beaucoup d'images avec en plus des sliders dans les product cards et tout ça, où là on sait qu'il va y avoir beaucoup d'images à charger au chargement de la page. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir du lazy loading pour un petit peu réduire le poids de la page au chargement initial. Ok. Donc 2 leçons là-dessus, c'est en gros utiliser les systèmes déjà présents dans les navigateurs pour pouvoir lazy loader les images et ne pas lazy loader celle qui est au-dessus du viewport, mais ça concerne
la homepage, mais aussi les autres pages. Ouais, On est d'accord. Donc, il exactement. faudra faire attention à ça, en Tout à effet. fait. Donc, sur chacune de vos pages, ce qui est en haut de l'écran, faites attention à ne pas mettre de l'easy loading dessus. Voilà. Deuxième point, c'est bien paramétrer ces pop-up. J'en parlais tout à l'heure un peu de façon très raccourcie en disant voilà, la stabilité du site. Tu parlais tout à l'heure de ça, qui est inclus dans les Core Web Vitals. Je disais, c'est les pop-up, c'est pas que ça. Mais en effet, il faut faire attention à comment les pop-up apparaissent, etc. Parce que ça peut avoir un impact sur le site et les performances aussi. Ouais, j'évoquais du coup le LCP tout à l'heure. Donc voilà l'image la plus grosse sur votre page au chargement. En fait, le problème des pop-up, c'est que parfois, Google peut les interpréter comme éléments de LCP. C'est-à-dire qu'on arrive sur votre page, d'abord il y a l'aérobanner qui s'affiche OK, mais ensuite il y a un pop-up qui arrive au bout de quelques secondes avec une grosse image. Et là, Google, parfois, il se dit, bon, en fait, c'est ça la LCP de la page. Et donc, forcément, ça va avoir un score LCP mauvais parce que le pop-up, peut-être qu'il met 4 secondes à apparaître. Et du coup, en fait, votre score va être très mauvais à cause de ça. Donc, il y a deux choses à faire pour ça. La première que vous pouvez tenter, c'est simplement peut-être de réduire la taille de l'image de votre pop-up pour que Google ne se dise pas que c'est l'élément le plus important visuellement et que du coup, ils ne le prennent pas en compte. Ou alors, le deuxième truc que vous pouvez faire, c'est soit retarder davantage l'apparition du pop-up, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et parfois, on a vu des sites où le pop-up mettait 6 secondes à arriver. Et du coup, on avait une LCP de plus de 6 secondes parce que voilà, ça attendait que le pop-up arrive. Donc, le plus efficace par rapport à ça, c'est plutôt de déclencher l'affichage du pop-up selon un événement utilisateur. Par exemple, attendre que l'utilisateur scrolle sur la page pour afficher la pop-up. Et ça, du coup, Google, il ne prendra pas en LCP parce que dès qu'un utilisateur interagit, il arrête de calculer le LCP. Okay. Il se base sur ce qu'il a déjà vu avant. Ok. On en parlait en off avant le podcast. Je te parlais, est-ce que ça fonctionne pour Klaviyo ? Quelle est ta réponse là-dessus ? Oui, tout à fait. Dans Klaviyo, on peut paramétrer l'affichage du pop-up. On peut soit demander d'attendre un certain temps, mais on peut aussi demander d'attendre un événement utilisateur, soit du scroll, soit du clic, et on peut même utiliser un script custom pour vraiment avoir un événement de notre choix sur la page. Puisque pour rappel, dans Klaviyo, on peut créer des pop-up où on vient juste mettre, le script Klaviyo permet de le faire directement au sein de Klaviyo sans avoir besoin de créer un pop-up au sein du thème en tant que tel. Et c'est vrai que c'est pratique de l'avoir dans Klaviyo parce que ça permet de récupérer directement la base de données au travers du pop-up qui, dans quand même pas mal de cas, demande de la récupération d'email. Ouais, complètement. Troisième point, alors là attention, on va falloir un peu s'accrocher, c'est le point qui est le plus technique, il va falloir y aller step by step, mais c'est bien choisir ces polices de secours fallback fonts. Lorsque vous chargez un site, il y a des premières fontes qui apparaissent avant de charger vraiment les fontes custom, et c'est ce qu'on appelle les fallback fonts. Est-ce que c'est bien ça, Thibaut? Est-ce que tu peux reformuler ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter là-dessus? Non, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos polices custom que vous allez choisir sur votre site pour avoir une identité très spécifique, elles peuvent mettre du temps à charger. Parfois, elles sont hébergées sur d'autres serveurs. Parfois, juste, elles sont sur les serveurs de Shopify. Mais il faut un petit peu de temps, le temps qu'on aille chercher le fichier et qu'on le mette en place sur la page. Et donc, ce qu'on fait, c'est que en attendant que la fonte finale soit chargée, on utilise ce qu'on appelle une fonte système. Donc c'est une police qui est installée sur tous les PC, les Mac de tout le monde en fait. Par exemple c'est Arial, Times New Roman, ces polices qu'on connaît tous et qui sont de base installées partout. Et en faisant appel à ces polices-là, en fait on n'a pas besoin de les télécharger et on peut les appeler tout de suite. Donc en fait ce qui se passe souvent sur les sites, c'est qu'on arrive sur le site, il y a d'abord une première police qui apparaît, qui est souvent une police système, et ensuite elle est remplacée par la police custom du site. Les problèmes que ça peut poser, c'est des problèmes de stabilité. C'est-à-dire que parfois, sur la première police, on va avoir notre titre qui va être sur une ligne, et d'un coup, hop, la seconde police arrive, et là, le titre, il peut passer sur 2 lignes, par exemple, parce que la police est plus large. Donc ça fait que tous les contenus qui sont en dessous vont être décalés vers le bas, et là, Google, lui, il va le pénaliser, parce que pour lui, c'est un problème de stabilité, et ça va impacter donc, le score qu'on appelle le CLS. Donc CLS, c'est Content Layout Shift. Donc en fait, c'est les décalages de contenu. Et ça, c'est souvent causé par ça. Alors, il y a plein d'autres choses qui peuvent poser des problèmes de stabilité. Mais ce truc des fontes, c'est un truc qu'on voit très souvent et qui est assez facile à corriger, en fait. C'est-à-dire qu'il faut juste choisir une fonte système qui ressemble à la fonte qu'on va utiliser au final. Donc pour ça, il y a un outil qui existe, qui est très utile, qui s'appelle Fallback Font Generator. Donc ça, vous pouvez y aller sur Google. Et en fait, ça va vous aider
à trouver une fonte système qui ressemble à la vôtre et à la paramétrer pour vraiment que ce soit quasiment la même, c'est-à-dire qu'elle fasse vraiment la même largeur et que du coup il n'y ait pas de souci de décalage de contenu une fois que la fonte est switch. Ouais, trop bien. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je connaissais pas très bien et c'est hyper intéressant de le connaître. Même si aujourd'hui les sites en effet sont rapides, même les Shopify en règle générale sont assez rapides, mais c'est des choses qui quand même ont un impact, notamment si la fallback font est très différente de ce que vous avez sur votre site. Et puis nous on le voit pas vraiment parce que nous voilà, on est connecté à la fibre constamment, on habite dans une ville. Donc en fait, on voit rarement ces changements de fonte, mais il faut penser à tous les gens qui sont sur un mobile, qui sont en 3 ou 4G, dans des zones où il y a moins de réseau. Ces gens, ils les voient, ces changements en fait, parce que le temps de chargement est plus long pour eux. Et du coup, tous ces éléments qui bougent dans tous les sens au chargement, ça peut être assez frustrant et fatigant visuellement, et ça peut les inciter à partir en disant que le site, il a l'air un peu pété, un peu loin chargé, et qu'il se passe des choses un peu bizarres dessus. C'est pour ça, on le répète, hein, on se paraphrase, mais c'est pour ça que c'est important de suivre les Core Web Vitals, parce que c'est ce qui correspond à la vraie expérience des personnes, et pas que là où vous êtes vous, c'est vraiment les personnes aussi qui peuvent être, en effet, comme tu l'as dit, pas forcément avec des réseaux de fous, etc. Quatrième et dernier point, c'est retarder le chargement de certains scripts JavaScript. Je précise, tu vas en parler un peu plus en détail, mais JavaScript, les scripts JavaScript, on parle souvent de GTM, etc. C'est pas forcément que ça, c'est aussi du JavaScript qui serait sur le site pour faire des animations, des interactions, etc. Donc, quatrième point, retarder le chargement de certains scripts JavaScript. Comment on fait et comment on procède ? Ouais. En fait, il faut bien séparer, donc, comme tu l'as dit, les scripts dont on a besoin dès le chargement de la page, qui sont souvent des scripts de tracking. On l'évoquait juste avant. Par exemple, c'est important que les scripts de tracking soient déclenchés dès le début, parce que parfois, en fait, votre page, elle peut être longue à charger, et du coup, vous pouvez avoir des gens qui arrivent sur la page, qui attendent 1 ou 2 secondes, et qui en ont marre et qui s'en vont. Et le problème, c'est que si vos scripts de tracking n'ont pas été déclenchés avant qu'ils s'en aillent, en fait, vous n'aurez aucune connaissance de ces taux de rebond, finalement, de ces utilisateurs qui se lassent au chargement de la page, alors que c'est une donnée hyper importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut les déclencher assez tôt. À l'inverse, il y a des scripts qui peuvent attendre. Typiquement, des scripts pour gérer des sliders, des animations, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on peut déclencher beaucoup plus tard. Et généralement, ce qu'on conseille, c'est ces scripts-là, donc de les mettre, je vais parler technique, mais dans le HTML à la fin du body, ce qui permet en fait au navigateur de charger toute votre page. Et une fois que tout est chargé, là, il va charger les librairies JavaScript en plus. Ce qui fait que du coup, les scripts ne vont pas bloquer l'affichage du site pour l'utilisateur. Et donc, ça enlève de la frustration et ça accélère le chargement global. Et c'est des éléments qui ne sont pas importants visuellement sur le site au démarrage, quoi. C'est pas quelque chose qui va faire sauter des lignes ou des trucs. Ça peut l'être, mais parfois, c'est des éléments qui vont pas être visibles tout de suite. Parfois, c'est des éléments qui interagissent sur des choses qui sont sous les lignes de flottaison. Donc, en fait, on n'a pas besoin de les charger dès le début. Ça peut attendre un petit peu. Donc, là, c'est un truc, c'est un peu moins facile à activer que les 3 points d'avant parce qu'il faut réfléchir pour chaque script à quel moment c'est le plus opportun de faire appel à lui. Et notamment, en plus, ça peut changer d'une page à l'autre. Donc, parfois, il faut un peu se poser et réfléchir. Mais ça a un impact très important sur le site. Donc, c'est quand même important de faire ce travail-là. Et il est aussi assez fréquent que des librairies JavaScript soient appelées, mais qui soient hébergées ailleurs. Ouais. Là, l'idée, ce qu'on s'était noté, c'est qu'il valait mieux les charger sur le site. Comment on fait ça ? Alors effectivement, souvent les scripts font appel à une librairie externe. Donc c'est-à-dire que en fait, ce que le navigateur va faire, c'est qu'il va recevoir du serveur Shopify l'information qu'il faut aller choper le fichier de code sur telle adresse. Donc le navigateur, il va aller à l'adresse, il va prendre le fichier, le télécharger et ensuite l'exécuter. Et tout ça, ça prend du temps. Si on héberge ces fichiers de code directement dans le Shopify, donc dans les fichiers d'assets du thème, et ben en fait, on s'économise toute la partie de téléchargement du fichier et finalement, on peut directement l'exécuter. Et grâce à ça, on gagne pas mal de temps, notamment qu'on a beaucoup de scripts différents qui sont hébergés un peu partout. Si on centralise tout, on gagne énormément de temps. Ouais, complètement. Il y en a un d'ailleurs qui est assez connu, qui s'appelle Splite, qui est souvent utilisé. Là, ce que tu conseilles, c'est de venir copier-coller le script de Splite pour le mettre en fichier en local dans le thème Shopify. C'est ça. En fait, il suffit de copier-coller l'adresse qui est dans le script, dans votre barre de navigateur. Ça vous affiche tout le code du fichier. Ça, vous pouvez faire CTRL-A, CTRL-C et ensuite aller le coller dans un fichier de votre thème. Et comme ça, vous pourrez l'appeler sans souci. Nickel. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Ouais.
en 19 minutes. Ouais, bah on a à peine respecté le timing qu'on voulait se C'est donner. pas mal quand même. Non, mais en tout cas, c'était hyper intéressant de voir ces 4 points-là. Si jamais vous avez des questions, évidemment, bah, vous pouvez nous contacter, laisser des commentaires sous la vidéo, évidemment. Si vous avez aimé ce genre de contenu, bah, mettez un petit like, un petit pouce, ça serait cool, abonnez-vous. Si vous êtes sur YouTube et aussi les applications d'écoute. Et puis bah, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Shop des Titans. Yes. Salut Tip. Simon.